Bonsoir, je me présente Amélie Boivin-Enfield et c'est moi qui ai le plaisir ce soir de m'entretenir avec l'auteur Claire Legendre. Bonsoir Claire, ça va bien? Bonsoir Amélie. Et Claire, j'ai envie de te présenter. Alors, tu es née à Nice, romancière depuis l'âge de 18 ans. Tu enseignes la création littéraire à Montréal depuis 2011. Ton œuvre littéraire comprend entre autres Viande, L'écorché vive, Vérité et amour, ainsi que Bermude, qui est ton 12e livre. C'est un roman qui se veut un volet triptyque. Alors, c'est le second volet d'un cycle formé du film documentaire Bermude Nord, sorti l'an dernier et tourné sur l'île d'Anticosti, et d'une création scénique qui sera présentée à Montréal et à Rouyn-Noranda cette année. Est-ce qu'avec la pandémie, tu as une date, Claire, de cette pièce-là? Alors, la pièce a été créée à Rouen la semaine dernière et elle sera reprise à Montréal l'hiver prochain, selon toute probabilité. Voilà. On se croise les doigts. Oui, parce que ça devait être joué à La Chapelle en janvier, puis en février, puis ça a été annulé. Donc voilà, on devrait avoir d'autres dates à Montréal en janvier prochain. Et c'est une trilogie comme les 3 points du fameux triangle des Bermudes où on est censé disparaître. Et Bermude, je crois que l'idée est venue il y a vraiment longtemps, je crois en 2003, quand tu vivais un moment difficile dans ta vie. Oui, Bermude, c'était d'abord un livre sur la disparition et un livre aussi sur la solitude dans l'écriture. C'est vraiment un projet qui est né effectivement à un moment où j'avais publié un livre qui n'avait pas marché du tout et puis où c'était compliqué d'être écrivain et puis je vivais avec quelqu'un aussi qui écrivait puis qui n'arrivait pas à être publié à ce moment-là. Et quand personne nous prenait au téléphone, qu'on avait du mal à faire lire nos livres, y compris des éditeurs, on se disait je suis dans le triangle des Bermudes. Et c'est vraiment venu de là au départ. Et puis, il y a eu tout un moment où je me suis dit, OK, je vais vraiment aller écrire ce livre dans les Bermudes. Puis, j'ai pas réussi à y aller. Puis, c'est super cher, les Bermudes, comme lieu de villégiature. Et puis, finalement, en 2014, je suis partie un peu par hasard, je dirais, sur l'île d'Anticosti. J'ai pris le Bella des Gagnés, qui est un cargo mixte qui dessert toute la côte nord jusqu'au Labrador. Et j'ai fait ce voyage toute seule avec mon ordinateur. Quand je suis arrivée sur Anticosti, j'ai eu la chance d'être accueillie par des gens exceptionnels. Et je me suis dit, OK, faut que je revienne là, faut que je fasse un film là, parce que les paysages et puis les personnes, je pouvais pas les rendre complètement dans un livre. Moi, j'aime pas trop les descriptions de paysages, je trouve ça un peu pénible à lire souvent. Et donc c'est là que je me suis dit, c'est les Bermudes du Nord, parce qu'il y a toute une mythologie des naufrages sur Anticosti. Donc c'est comme ça que c'est devenu d'abord un film, alors que j'avais déjà commencé à écrire le roman depuis longtemps, et puis qu'ensuite en fait le roman s'est terminé après le film parce qu'il est nourri de ces rencontres sur la côte nord et à Anticosti en particulier. Donc c'est devenu une sorte de trilogie Bermude. Voilà. Et si tu me permets, Claire, envie justement d'expliquer un peu aux gens qui nous écoutent c'est quoi Bermude. Alors, c'est un roman qui est segmenté en 3 parties, comme le triangle des Bermudes. La première, c'est l'échelle de Richter du chagrin qui raconte l'arrivée à Montréal de la narratrice, une écrivaine qui arrive de Prague pour écrire la biographie d'une écrivaine disparue lors d'un voyage dans le Saint-Laurent. La deuxième partie, c'est l'histoire de Zachary Robinson. C'est un huis clos qui relate l'histoire passionnelle avec un musicien qu'elle a rencontré à Montréal, dont elle est fan lorsqu'elle était à Prague. Et la dernière partie, c'est Anne qui aborde le départ pour l'ailleurs. Et là, c'est là que la narratrice va partir justement pour l'île d'Anticosti. Et tu le dis, tu as voyagé à l'île d'Anticosti, ça a eu un impact majeur dans ton écriture. Ce voyage-là, je veux qu'on parle de la narratrice. La narratrice, c'est quelqu'un, en tout cas, moi, je trouve qu'elle est drôle, touchante, désespérée, mais à la fois forte. Et elle n'est pas nommée dans le roman. Et je me demandais si c'était un moyen pour toi de prendre une certaine distance, parce que pour les gens qui te connaissent, qui te suivent depuis longtemps, on peut voir certaines similitudes entre toi et la narratrice. Entre autres, elle est originaire de Nice, elle est allée à Prague, elle est arrivée à Montréal.
Est-ce que c'était pour toi un moyen de prendre une certaine distance? Oui, puis il y a une mise en abîme puisque c'est une écrivaine qui écrit sur une autre écrivaine disparue. Moi, je continue à dire que je fais pas d'autofiction. L'autofiction, c'est quand l'auteur dit c'est moi et donne son nom, son identité au personnage. Donc, si vous avez envie de me voir dans le livre, il y a aucun problème. Je veux dire, je peux jouer avec ça sans m'en plaindre, quoi. Mais c'est pas comme ça que, enfin, je veux dire, tout n'est pas vrai dans ce livre. C'est un roman, voilà. Donc oui, évidemment, la narratrice, elle me ressemble beaucoup. Il y a des choses qu'elle dit et que je partage complètement. Après, l'histoire qui est racontée, tout n'a pas été vécu. Cela dit, pour la première fois, c'est vrai que dans la troisième partie du livre, les personnages, notamment les anticostiens, sont appelés par leur nom, par leur vrai nom, et les conversations sont la plupart du temps des verbatims de vraies conversations que nous avons eues et qui sont dans le film. Donc ça m'imposait un pacte d'écriture, un respect un peu différent, parce que quand il s'agit de moi ou d'une version romancée de moi, ou quand il s'agit complètement de fiction, on peut être dans la dérision, on peut être dans l'ironie, on peut être dans la cruauté même. Et puis je suis ravie si ma narratrice t'a fait sourire et si tu l'as trouvée attachante, ça me fait plaisir. Mais c'est sûr que quand je parle de vrais gens que j'appelle par leur nom, eh ben j'ai intérêt à être responsable devant ça, parce que ce sont des gens qui non seulement étaient des personnages de mon film, mais en plus qui se retrouvent personnages du roman. Est-ce qu'ils savaient au départ qu'elle allait se retrouver dans ton roman? Oui, bien sûr, oui. C'était le projet, il était tripartite disons, dès que le film a commencé à exister, puisque le roman précédait le film. Donc quand on est allé tourner le film en 2017, donc je suis retournée sur l'île avec une équipe de techniciens et on a rencontré donc une cinquantaine de personnes. Il y en a 6 qui se retrouvent dans le roman et dans le film. Ils savaient que c'était pour faire un documentaire et ils savaient qu'il y avait un roman. Voilà. Cela dit, j'ai fait attention aussi à ne pas les mettre en difficulté. Il y a quand même il y a une écriture qui est différente quand on doit porter l'identité des autres, en plus de, je veux dire, c'est pas juste moi que je mets en danger à ce moment-là, c'est aussi eux. Donc il y a quand même une bienveillance nécessaire. Et ta narratrice part sur les traces de Nicole Franz, j'espère que je le dis bien, dite Franza. Est-ce que c'est un clin d'œil justement à l'écrivaine Ingeborg Bachmann? Ingeborg Bachmann. Oui, en fait, Franza, c'est le titre du dernier roman d'Ingeborg Bachmann, qui était une écrivaine autrichienne qui est morte à 47 ans dans l'incendie de sa chambre à Rome. Et donc Franza, c'est un roman inachevé qui parle d'une femme qui part elle-même en Égypte pour fuir son mari qui est un psychanalyste qui a une emprise terrible sur elle. Et donc oui, il y avait ce clin d'œil à Bachmann et à son héroïne, sa dernière héroïne. Donc parce que dans mon roman, Nicole Franzel est comme une espèce de figure de toutes ces écrivaines mortes trop jeunes, disparues trop jeunes. Je pensais beaucoup à Sylvia Plath, je pensais à Nelly Arcan aussi. Et donc, c'est vrai qu'il y a une mythologie romantique de ces écrivaines mortes jeunes et qui est assez fascinante et qui est en même temps très délétère. Parce que voilà, moi maintenant j'ai passé les 40 ans et puis qu'est-ce que je fais avec cette mythologie des écrivaines qui sont disparues avec leur jeunesse. Il y a un moment où c'est une question que tu poses, toi, justement? Est-ce que tu te l'as déjà posée? Bien sûr. Puis quand j'ai commencé à être plus vieille que Sylvia Plath, ça m'a fait très bizarre parce que pour moi c'était une figure
mythique, Sylvia Plath, qui s'est suicidée à 30 ans. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on... On n'a plus ce repère-là de... Bon, c'est un peu comme le Club des 27, hein, chez les rockstars, quoi, mais on a grandi avec ces repères de femmes qui sont parties avec leur grâce et leur jeunesse. Donc, il y a d'autres repères à inventer. Est-ce que tu avais ça dans Excuse-moi, j'ai pas compris. Non, je disais que Bermude, ça partait aussi de là. Ça partait aussi de qui est-ce qu'on peut être en tant qu'écrivaine quand on dépasse 35 ans, en fait. Oui, ça amène toute la réflexion sur la quête de vie. Puis ce qui est intéressant dans le roman, c'est que peu à peu, la narratrice ainsi que justement l'auteur, Nicole alias Frenza, vont se confondre un peu parce que toutes les deux vont vivre des trucs similaires. On va se mélanger un peu entre les deux parce que le personnage de la narratrice va justement succomber à un musicien à Montréal comme le fait Franza à l'époque. Oui, c'était aussi l'idée de... Quand on enquête sur quelqu'un, en fait, est-ce que la meilleure façon d'enquêter pour un écrivain, c'est pas justement de tomber dans les pas de l'autre et de tomber dans les pièges que l'autre a... Enfin, dans lesquels l'autre est tombé, pour comprendre ce qui s'est passé. Et c'est vrai que on est un peu acteur aussi quand on est écrivain. Donc se mettre à la place de l'autre, pour moi, c'est une vraie démarche d'écriture. Et peut-être que tu as raison, les deux personnages se confondent à un moment parce qu'elles ont des parcours très semblables et puis que leur vie finissent par se superposer. Et finalement, on ne sait plus très bien qui enquête sur quoi. Voilà, c'est aussi le parcours de ma narratrice, c'est d'essayer de s'identifier, parce que j'ai l'impression que quand on lit les livres des autres, on essaie toujours de se trouver soi-même à l'intérieur, puis de trouver des réponses pour notre propre vie, comme des guides ou des talismans. Et c'est toujours très... comment dire, ça devrait nous rassurer, et puis parfois ça donne un peu le vertige. Et Claire, dans le roman, tu abordes trois, à mon avis, grandes thématiques qui est justement la mélancolie, le sexe, mais aussi tout le côté insulaire dans cet ouvrage-là. Pourquoi tu as eu envie d'aborder ces trois grandes thématiques-là dans le roman? Je crois que c'était vraiment trois filtres à travers lesquels je pouvais regarder la vie au moment où j'écrivais le livre. Et puis je crois que les choses sont pas si segmentées que ça. C'est vrai que la partie du milieu, elle est très sexuelle, mais aussi parce que je trouve que souvent quand on parle de sexe, on parle que de sexe. Alors moi, je trouve que c'est pas tellement différent du reste de la vie, et puis que c'était une manière de montrer la relation entre deux personnes, c'était aussi ça. Puis une manière de se perdre aussi. Il y a un livre d'Annie Ernaux qui en parle assez bien. Et puis, bon, l'insularité, pour moi, c'était plus l'exil, l'idée de l'immigration et de partir vers quelque chose qu'on connaît pas du tout. Et c'est vrai que les gens que j'ai rencontrés sur Anticosti, c'est des gens qui sont allés vivre. Oui, c'est ça. Hein? Oui, qui ont fait la démarche d'aller vivre sur une île déserte, de disparaître de la vie moderne, en fait, et d'aller vivre sur une île où il y a 150 personnes à l'année. Et pour moi, c'était ça me renvoyait aussi une image déformée de ce que j'avais fait, moi, en quittant ma vie, en venant vivre sur un continent où j'avais jamais mis les pieds, où je connaissais absolument personne. Donc, voilà. Et puis, bon, la mélancolie, je pense que c'est le propre, pas forcément des écrivains, mais peut-être aussi des immigrés. Et puis, voilà, ça va avec la solitude, ça va avec... Mais c'est sûr que c'est quelque chose de très personnel, hein. Je veux pas faire de généralité. Il y a des immigrés qui sont ravis et qui sont très joyeux, probablement. Moi, j'avais envie de parler de cette errance et de pourquoi est-ce que des gens ont envie de disparaître à un moment donné. Ça, je trouvais ça fascinant. Pas tant le suicide, mais plus de recommencer sa vie à zéro.
Qu'est-ce qui fait qu'on, dans un parcours de vie, à un moment, on opte pour cette ligne brisée? Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à venir à Montréal? Oh, ben, moi, il y a un moment où je suis venue travailler ici. Je suis professeure de création littéraire à l'Université de Montréal. Avant, j'ai vécu à Prague, j'ai vécu à Rome, j'ai passé 30 ans de ma vie à Nice. Donc, il y a, c'est vraiment quelque chose que je pouvais pas imaginer. C'est 5 ans avant, on m'avait dit, tu vas aller vivre à Montréal et enseigner à l'université. J'aurais pas cru. Donc, voilà, il y a des choses qui se produisent dans la vie et puis on leur donne du sens par la suite. C'est toujours comme dans un roman finalement. Les événements finissent par avoir du sens parce que l'auteur leur en donne. Mais dans la vie, est-ce que les histoires ont vraiment du sens? Je ne sais pas. Et Claire, en quoi la professeure de création littéraire influence l'auteur que tu es? Bah c'est plus le contact avec les étudiants et puis l'exigence de la recherche parce que la recherche création, c'est pas juste de la recherche et de la création, c'est la rencontre des deux. Donc on a le privilège de pouvoir ne pas écrire des livres pour faire un succès commercial par exemple, mais vraiment pour aller chercher, pour aller creuser, essayer de trouver des choses, des manières de faire nouvelles. Et puis j'ai cette exigence finalement qui est celle des étudiants avec lesquels je travaille, peut-être encore plus à la maîtrise, au doctorat, parce que je peux pas leur demander de donner le meilleur d'eux-mêmes si moi-même je le fais pas. Donc j'essaye en tout cas. Et tu es vraiment une influence beaucoup pour les autrices de la nouvelle génération parce que tu as enseigné à beaucoup d'entre elles. Bah, c'est tant mieux, j'en suis flattée, ravie, si c'est le cas. Moi, c'est vrai que je considère que j'ai de la chance de travailler avec des jeunes autrices et auteurs qui, voilà, qui renouvellent la littérature québécoise en ce moment. Puis, voilà, c'est une chance parce qu'on cherche. Il y a une sorte, il y a pas, j'aime pas le mot d'émulation, mais il y a quelque chose de l'invention, et puis de l'exigence vis-à-vis de soi-même, quoi. Donc, c'est super. Et Claire, est-ce que tu dirais que tu es vraiment allée au bout de ce que tu voulais aborder dans Bermude ou tu as eu comme un petit peu un petit frein ou vraiment tu t'es laissé complètement aller? Non, je crois pas. Non, je pense vraiment que dans Bermude, j'ai écrit Bermude en n'ayant rien à perdre. Comme j'avais écrit Le Nénuphar et l'araignée avant, c'est vraiment les deux livres que j'ai écrits avec le moins de surmoi et de filets de sécurité. Après, le fait d'en faire un film, le fait que la compagnie Système Kangourou reprenne mes matériaux pour en faire un spectacle de théâtre, ça a été des expériences différentes, puis sortir de la solitude aussi de l'écriture romanesque. Donc voilà, là j'ai passé à peu près 7 ans dans ce roman, dans ce film, et maintenant je suis ravie de pouvoir laisser les matériaux dériver un peu avec le spectacle, la création théâtrale de Système Merci, Kangourou. vraiment, on va aller avec oh, excuse-moi. Non, je t'en prie. On va aller avec la question. Croyez-vous que le malheur donne de meilleures histoires? Non, je crois pas. Je crois simplement que quand on est heureux, on a moins besoin d'écrire et que par contre, au moment où on est mélancolique, le fait d'écrire fait qu'on peut canaliser son énergie dans quelque chose de constructif, de beau éventuellement. Évidemment, il y a une mythologie romantique dans l'idée que le malheur donne de meilleures histoires, mais non, je me complais pas là-dedans. Simplement, ouais, quand on est heureux, peut-être qu'on pose un peu le stylo et on vit, quoi. Deuxième question. Vous êtes originaire de France. Quel effet a le Québec sur votre écriture? Eh ben, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux autres, à cette altérité des personnages d'Anticosti notamment.
mais qui est assez général et qui a aussi rapport avec la réception des livres ici. Je crois que c'est la bienveillance. Il y a quelque chose qui m'a obligée dans la rencontre de ces personnes-là, qui sont devenues des personnages, à les regarder avec bienveillance, et à ne plus être seulement dans l'autodérision, dans la cruauté vis-à-vis de moi-même, ce que j'avais l'habitude de faire, et puis d'un coup à regarder les autres et à les regarder avec ce regard nécessairement bienveillant, parce qu'ils étaient sans filtre, eux. Ils ont été très généreux avec moi. Ils m'ont fait confiance, donc je me devais d'être à la hauteur de cette confiance-là. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vient du Québec, parce qu'il y a une tradition documentaire ici qui est assez incroyable. J'ai beaucoup évidemment regardé les films de Pierre Perrault en faisant mon film et en écrivant mon livre. Et puis, il y a peut-être moins le tabou du bon sentiment. Il y a moins c'est vrai qu'en France, il y a quelque chose dans la littérature qui est toujours, on essaye toujours d'avoir l'air plus malin. C'est une forme de défense, hein. Et bon, là, il y a un moment où on peut lâcher voilà. J'avais pas spécialement envie d'être plus maligne que les autres, juste de dire les choses que je ressentais. Une question qu'on a brièvement parlé tantôt. Vous dites dans le livre que peu d'écrivaines survivent à la ménopause. Est-ce que c'est une étape de la vie qui vous fait peur? Oh, comme toutes les femmes, oui, évidemment. Je pense que c'est pas la période qu'on envisage avec le plus de joie. Mais je crois que, cette phrase-là, elle est beaucoup sur la médiatisation d'abord. Et puis, c'est vrai qu'on a très peu de repères. Et je dis à un moment, je parle de Duras, je parle de Sarraute, je parle de Doris Lessing. Voilà, c'est un peu les seules figures d'écrivaines âgées qui ont eu du succès âgées. En tout cas, pour moi, c'était les trois qui me rassuraient. Mais il y en a de plus en plus, Dieu merci. Donc, je vais finir par y arriver. Est-ce que ça met une pression supplémentaire de tenter de vieillir? Parce que tu es rendu quand même à 12 livres. Oui, mais je veux dire, la pression, il y a une pression à chaque âge. Je veux dire, quand j'avais 18 ans, quand j'avais 20 ans, j'ai sorti Viande, c'était une pression terrible parce qu'on vous prend pas au sérieux 2 secondes. Moi, dans les salons du livre, quand j'avais 18 ans, on me prenait pour la caissière, quoi. C'était très compliqué de dire, non, j'ai écrit un roman, il est là, voilà. Enfin, donc, chaque âge a ses problèmes et c'est sûr que, bon... je sais pas, on verra dans 10 ans, on en reparlera peut-être. Mais non, je crois que plus ça va, plus quand même c'est confortable d'avoir écrit des livres, de se dire ok, même si j'y arrive plus, j'ai quand même fait ça. Et puis on a quand même un peu plus confiance, même si à chaque fois on est terrifié. Moi, quand le livre est sorti, j'étais terrifiée. Et du regard des autres, hein, et puis oui, ça passe jamais. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours pas trouvé le moyen que ça passe. Quelqu'un qui voulait faire un commentaire. J'ai adoré la méthode Stanislavski. J'ai hâte de découvrir Bermude. Alors, c'est Daniel. Alors, on lui souhaite bonne lecture de Bermude. Et Claire, est-ce que tu travailles déjà sur un prochain roman? Je travaille sur un essai. Je travaille pas encore sur un prochain roman, mais ça viendra. Et ça devrait sortir quand, cet essai-là? Oh, quand il sera écrit. Non, pour l'instant. En général, j'écris l'été parce que là, je suis en pleine session, donc je lis mes étudiants. Et normalement, à partir du 30 avril, je vais pouvoir me mettre à écrire beaucoup plus intensivement. Donc voilà, on verra si j'arrive à le faire en une seule shot. Sinon, ça prendra un peu plus de temps. Est-ce qu'on peut savoir sur quelle thématique cet essai-là? Sur le désir. Oh, intéressant. Au sens le plus large.
Très, très hâte de lire ça. Et Claire, est-ce que Bermude est déjà sorti en France chez Grasset? Parce que je sais que ça avait été reporté en raison de la pandémie. Oui, ça a été reporté d'1 an, donc en fait, ça va sortir le 19 mai chez Grasset. Alors, on est J'ai bien chanceux. hâte. On est chanceux ici au Québec, on a pu le lire avant les Français. Voilà. Puis merci parce que ça m'a vraiment fait passer une année super d'avoir la sortie de Bermude en septembre avec les retours que j'ai eus à travers mon écran d'ordinateur la plupart du temps parce qu'il n'y a pas pu avoir de lancement, de salon, etc. Mais c'était vraiment des beaux retours que j'ai eu sur ce livre-là au Québec. Donc merci pour ça. C'est vraiment un très, très bon livre. Je vous invite à lire. Et les gens peuvent aller aussi voir sur Internet ton documentaire Bermude Nord. Oui, il est sur Vimeo. Donc, c'est le Vimeo de la distributrice de films. Et je pense que vous tapez Bermude Nord, Claire Legendre, et vous tombez dessus. Et c'est un documentaire qui dure 1h10 et où vous retrouvez pas mal des personnages de la 3e partie du roman. Ça, c'est le fun, on peut mettre des visages sur ces gens-là, comme Oui. on découvre dans le roman. Est-ce que tu nous recommanderais de lire le roman avant d'aller voir le documentaire ou inversement? Oui. Moi, je préfère qu'on lise le roman avant, d'abord parce que je l'ai conçu comme ça, même si j'ai fini le film avant. Et puis parce que je trouve que c'est mieux de lire un livre sans avoir les visages avant, puis de les découvrir après. Alors, on lit le roman, on regarde le documentaire et on va voir la pièce sur scène. Oui, en janvier prochain. Et on invite les gens à se procurer ton roman, ton 12e livre chez Le Méac Bermude. Alors, j'invite les gens à se rendre sur le site Internet du Salon du Livre. Je vous ai mis le lien pour aller vous procurer le livre de Claire Legendre. Merci beaucoup, Claire, pour cette belle rencontre. Merci Amélie. Bien hâte de te lire. Bonne soirée à vous tous.